Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous recevons comme d'usage Mamadou Diouf, éditorialiste. Avec lui, nous allons parler de la Syrie. Bachar el-Assad enfile le manteau d'un quatrième septennat. Mamadou Diouf, bonjour. Bonjour Michel. J'espère que vous allez bien. Très bien, Dieu merci. Le président syrien Bachar al-Assad a prêté serment samedi pour un quatrième septennat lors d'une cérémonie au palais présidentiel à Damas, la capitale. Il a remporté le scrutin du 26 mai avec 95,1% des voix, largement critiqué par l'Occident et l'opposition syrienne. Au pouvoir depuis 2000, Bachar al-Assad a prêté serment sur la Constitution et le Coran en présence de 600 invités, parmi lesquels les ministres, hommes d'affaires, universitaires et journalistes. Selon les organisateurs, son pays est ravagé, comme vous le savez, par plus de 10 ans d'une guerre ayant fait près d'un demi-million de morts. Mamadou, première question. Quelle était l'opposition qui était en face du président syrien lors des élections? Il n'y avait pas véritablement d'opposition parce qu'il ne faut pas qu'on oublie que la Syrie n'est pas, de façon générale, un pays où on peut parler véritablement d'opposition. La preuve, Bachar el-Assad remplace Hafez al-Assad qui était son père. Ce n'était pas quelque chose qui était prévu pour qu'on donne à une autre personne. Il y a déjà cela. En plus, avec cette situation de guerre, est-ce qu'il faut parler d'opposition ou d'adversaire? Ah oui. On ne parle plus d'opposition. Quand on parle d'opposition, c'est dans un pays normal. Vous avez des partis politiques, vous avez des programmes, vous avez une campagne électorale, vous avez une élection. Ici, ceux qui l'ont affronté pendant cette guerre de 10 ans ne pensaient même pas à pouvoir venir déposer une candidature parce qu'ils auraient été arrêtés sur le coup. Donc, on ne peut pas véritablement parler d'opposition. Il a organisé son élection et comme les résultats le montrent, il a gagné à 95,1%. Sauf qu'il a fait quand même mieux parce qu'en 2007, il avait eu 98%. Pour dire qu'il y a quand même 3% qui ont refusé. Il y a contestation. De voter, mais bon, ça permet de comprendre un peu on est dans quel pays et c'est quel genre d'élection. Sur les images, on a vu la cérémonie de prestation de serment du président syrien. Et on se pose une question, Mamadou, dans un pays aussi ravagé, où on voit la lumière de l'endroit où la cérémonie a été organisée, tout était clean. Oui, c'est un président qui se projette sur le futur. Lors de la campagne, c'est ce qu'il disait. Il dit c'est lui le candidat de la reconstruction. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui est en train de se projeter sur le futur, alors que pour le moment, parce que ça aussi, il ne faut pas qu'on l'oublie, c'est vrai que la guerre n'a plus cette ampleur qui faisait qu'on en parlait tous les jours, mais vous avez encore des espaces de la Syrie qui n'ont pas encore été acquis par le pouvoir. Une partie dans la zone kurde, une partie au niveau de Idlib. Vous avez des espaces qui font partie du territoire syrien qui ne sont pas sous le contrôle. D'ailleurs, dans ces espaces, il n'y a pas eu d'élection. Mais lui, il se projette au niveau du futur avec le soutien de la Russie, avec le soutien de l'Iran, avec le soutien du Hezbollah libanais. Il a réussi à retourner une situation où, c'est le contraire, on commençait à vouloir organiser le futur de la Syrie. Et je me rappelle la position de la France qui disait que le futur va se faire sans Bachar el-Assad. Aujourd'hui, malheureusement, c'est lui qui organise le futur de la Syrie. Et dans la cérémonie, c'est ce qu'il veut montrer. Il est un président de la République, il est chez lui, tout est normal. Bon, de l'extérieur, les gens peuvent le croire, mais de l'intérieur, il y a encore énormément de problèmes. Vous me poussez à poser cette question, nonobstant ces soutiens, surtout soutien mordicus, la Russie, le Liban, le Hezbollah et autres. Quel est selon vous le pouvoir réel aujourd'hui du président syrien? Mais il n'a aucun poids. Faites sortir les Iraniens, faites sortir les Russes, faites sortir le Hezbollah, on va voir en Syrie ce qu'on a vu en Afghanistan. Les Américains sont partis, les talibans sont en train de conquérir le pouvoir. Parce que la contestation est là. Mais vous avez une population qui aujourd'hui n'ose plus montrer qu'elle n'est pas d'accord. L'opportunité avait été donnée. Quand l'opportunité avait été donnée, les Syriens ont montré qu'ils ne sont pas d'accord. Il y a plus de 6 millions de Syriens qui sont à l'extérieur du territoire syrien, qui sont des réfugiés. Tellement vivre là-bas était devenu un problème, parce que ceux qui avaient été identifiés étaient en train d'être poursuivis. D'autres, même s'ils n'ont pas participé à la contestation, vivre en Syrie était devenu un sérieux problème.
Donc, si Bachar fait comme si tout se passe normalement, c'est lui qui veut le faire croire aux gens, mais actuellement, comme soutien, il n'y a pas grand-chose. L'Union européenne, les États-Unis, un très grand nombre de pays qu'on appelle occidentaux de façon générale, ces pays n'ont même pas attendu le résultat des élections. Dès qu'on a parlé d'élections, ils ont réagi immédiatement en disant que ce n'est même pas la peine, ces élections ne seront ni libres ni justes. Donc on n'a même pas attendu le résultat comme on le fait d'habitude pour contester le scrutin en tant que tel, mais ils ne l'ont même pas reconnu alors qu'il n'était pas encore organisé. Mamadou, il a axé son futur mandat sur la reconstruction du pays. Selon vous, comment se fera cette reconstruction? Mais difficilement. Difficilement, parce qu'aujourd'hui, les premières décisions qu'il a eu à prendre après sa réélection, c'est l'augmentation du prix du carburant, du riz, du pain, etc. Deuxième chose, en Syrie aujourd'hui, avoir de l'électricité est un luxe. Le courant est régulièrement coupé. Sans compter que vous avez un pays qui, à cause de la guerre, a été bombardé dans tous les sens. C'est la destruction, c'est la désorganisation d'un point de vue économique, d'un point de vue distribution. Ben, ça ne sera pas facile pour lui. D'autant plus que, comme je l'ai dit, la guerre n'est pas totalement terminée. Idlib n'est pas entre les mains du pouvoir. La partie kurde également n'est pas totalement entre les mains du pouvoir. Maintenant, sur qui il compte, c'est la question qu'il faut se poser. Certainement, les Russes viendront pour participer à ce marché de la reconstruction. Bon, mais ça, c'est les bâtiments. Mais les problèmes des êtres humains, le chômage, les écoles, les hôpitaux, il va falloir du temps, comme tous les pays qui sortent de guerre, pour pouvoir remettre ce pays-là au niveau où il se trouvait avant cette catastrophe. Vous avez parlé de la Russie parmi cette ribambelle de partenaires de la Syrie. Finalement, on a l'impression que la Syrie sera reconstruite uniquement par les Syriens, par les Libanais et autres. Oui, mais en fait, quand il y a une guerre, c'est également ça. Parfois, on se pose la question, est-ce que les gens ne font pas la guerre même pour la reconstruction? Parce que la reconstruction d'un pays, c'est un marché qui se chiffre à des dizaines de milliers de milliards de dollars. Quand il faut reconstruire les routes, les ponts, les écoles, les hôpitaux, les immeubles, parce que pour ceux qui connaissaient la Syrie était un très beau pays, qui n'a plus rien à voir avec ce que l'on a aujourd'hui. Mais tous ces chantiers, c'est énormément de main-d'œuvre, c'est énormément d'investissement, mais c'est énormément de retours également en matière d'investissement, voire même de positionnement pour venir occuper des systèmes de ravitaillement qui ne sont plus fonctionnels. Les gens viendront s'installer pour pouvoir dire non, nous pouvons régler la question de l'électricité, nous pouvons régler un certain nombre de choses, ce qui devient une sorte de privatisation de fait au niveau du pays. Et ça, les Russes, bien sûr, vont être ceux qui vont profiter le plus. Certainement, après les Russes, ce sera les Iraniens, puisque également, ils se sont battus fortement au niveau de la Syrie pour aider le président à pouvoir retrouver son pouvoir. Bon, le Liban, un peu moins, parce que les Hezbollah ne gèrent pas totalement le Liban en tant que pays. C'est une faction à l'intérieur du territoire libanais. Vous aviez parlé tout à l'heure de la position jadis de la France. Cette position de certains Occidentaux, elle va rester ainsi? Ben non, dans ce monde, les gens sont réalistes. À partir du moment où ils se rendent compte que Assad a effectivement repris le pouvoir, vous allez voir, on dénonce au départ. Mais après, vous allez dire, il y a l'expression consacrée. Certains diront, on prend note et puis c'est tout. Mais après, vous allez voir, ce marché syrien les intéresse. Ah oui, la reconstruction, c'est du ciment, il faut produire. C'est énormément d'argent. C'est énormément d'argent. Je ne serais pas surpris de voir ces gens-là de façon diplomatique, mais pas sous les caméras, en train de négocier des marchés de ravitaillement ou bien de fourniture de matériaux de construction, voire même de vouloir proposer des entreprises françaises qui vont venir pour participer à la reconstruction. Mais ça ne surprend personne, ça ne trompe personne. On l'a vu partout. Quand l'argent est devant, les alliés, les ennemis, on ne sait plus faire la part des choses. On regarde là où se trouve l'intérêt tout simplement et puis on y va sans se poser la question si c'est un ami ou si c'est un adversaire. Et dans ce cas, sans doute le fil d'Ariane sera la Russie. Oui, c'est clair que la Russie va prendre la part la plus importante du gâteau. Ça, c'est très clair. Et la Russie a sa façon de faire, puisque Poutine a ses amis qui sont déjà dans le privé. Lui-même, il est dans le privé, pas directement, par l'intermédiaire d'autres personnes, dans de la construction, dans beaucoup d'autres choses.
Il y a un reportage qui fait que son opposant là a actuellement énormément de problèmes où il essaye de démontrer la fortune de Poutine et expliquer d'où vient cette fortune. En fait, il a des structures qui fonctionnent, mais pas à son nom. Certainement, avec la Syrie, c'est ce qui risque de se passer. Certaines de ces structures vont pouvoir gagner facilement des marchés au niveau de la Syrie, et certainement, c'est le reste que les autres pays vont se partager. Un pays qui a pris du recul pendant plus de 10 ans, tous azimuts, sur le plan des droits de l'homme. Comment vous voyez le président syrien régler ces problèmes? Mais on ne pourra pas parler de droits de l'homme en Syrie pendant 3 ans. Parce que quand un pays sort d'une guerre, malheureusement, c'est ça la réalité. Pendant la guerre, quelle règle a été respectée? On a bombardé les populations avec du gaz chimique. On ne peut plus parler de droits de l'homme. Les Syriens, entre eux, se sont entretués sous forme de plusieurs factions. Parce qu'il n'y avait pas une lutte entre le pouvoir et des groupes armés seulement, mais il y avait des luttes parfois entre ces groupes armés eux-mêmes. Je parlais tout à l'heure des Kurdes. C'est une communauté qui appartient à la Syrie, qui appartient également à l'Iran, à d'autres pays, mais ceux-là ont du mal aujourd'hui à se reconnaître au niveau de la Syrie. Avant de parler de droits de l'homme, il faut plutôt faire un travail de réconciliation. Faire en sorte que les Syriens d'abord se reconnaissent comme étant des Syriens, partageant le même pays, ayant un avenir commun, et maintenant dans l'organisation de cet avenir commun, que les droits des uns et des autres puissent être respectés, mais ce n'est pas ce qui va se faire tout de suite parce que la guerre, malheureusement, n'est pas encore terminée. Sur le plan économique? Sur le plan économique, ça va être assez difficile, puisqu'il ne faut pas qu'on oublie que les pays arabes, les pays du Golfe de façon générale, qui auraient pu apporter énormément d'argent rapidement, ne s'étaient pas trop retrouvés dans cette guerre. Parce que le président syrien est un chiite alawite, les pays du Golfe, c'est plutôt des sunnites. Ceux qui combattaient le président syrien, ce sont les mêmes qui risquent de combattre ces Émirats au niveau du Golfe. Donc, on ne les a pas vus dans un certain positionnement, alors que sur le plan économique, c'est des gens qui auraient pu rapidement intervenir en Syrie pour faire de la reconstruction de façon très rapide parce qu'ils ont les moyens pour le faire et la Syrie va avoir besoin de ces moyens financiers. Mais ça va être assez difficile sur ce plan-là. La Syrie risque de rentrer dans un cycle d'endettement ou d'échange de services. Venez construire et après nous vous donnons tel élément que vous allez exploiter, nous vous donnons tel espace que vous allez exploiter, parce que quand on n'a pas de ressources, malheureusement, c'est comme cela que ça se fait. Vous avez parlé également de la justice et de la réconciliation. Qu'est-ce qu'il peut proposer pour donner un nouveau visage de sa gouvernance? Ça va être difficile que ce soit lui, parce qu'il va se retrouver juge et parti. Il était dans la guerre. Il était d'un côté dans la guerre. L'idéal, c'est qu'il fasse ce qui a été fait dans tous les pays du monde, chercher une personne qui est reconnue, une personnalité dont l'indépendance ne fait pas l'objet d'un doute, pour que cette personne fasse le travail de reconstruction de cette unité nationale. Si lui, il doit le faire, ses partisans seront certainement pour. Mais ceux qui lui ont fait la guerre, ceux qui ont quitté la Syrie à cause de lui, ceux qui ont vu leur bâtiment, un investissement, le résultat d'un travail peut-être de 50 années de labeur tomber du jour au lendemain, vous avez des gens, pour eux, il ne s'agit même pas de parler de réconciliation, il faut attraper le président, il faut le juger. Donc vous voyez que ça va être extrêmement compliqué si c'est lui qui veut s'adresser à ceux-là pour leur dire on va se réconcilier, il aura intérêt à utiliser la commission habituelle qu'on utilise pour voir comment faire pour que les gens reconnaissent leurs fautes et qu'on amène les populations éventuellement à accepter de pardonner pour que les choses recommencent sur une nouvelle base. Mamadou, au niveau également des Occidentaux, on a vu des positions diamétralement opposées sur la question syrienne. Oui, mais c'est tout à fait normal parce que après la guerre, c'est une question d'intérêt. Prenez l'exemple de l'Iran. On a parlé de l'embargo sur le plan ceci, sur le plan cela, mais dès qu'on a commencé à lever l'embargo, les gens ont commencé à envoyer les ministres des Affaires étrangères en Iran. Alors que peut-être un mois auparavant, vous avez vu ces gens-là parler en tenant devant les micros un discours extrêmement fort par rapport à l'Iran. Et c'est la même chose qui va se passer avec la Syrie. Et là-bas, les Occidentaux seront en concurrence. Parce que ce n'est pas l'Union européenne qui va partir. C'est chaque pays qui va essayer de voir quel marché il va pouvoir avoir dans cet espace-là. Et en ce moment, il est clair que chacun ira à sa façon. On se rappelle que la France a eu des problèmes parce qu'une société française qui produisait du ciment en Syrie
pour ne pas quitter la Syrie malgré la guerre, avait signé un accord avec les groupes rebelles. La société, la FAJ a finalement été même jugée pour cela. C'est pour dire que quand les intérêts sont là, attention, il ne faut pas prendre le discours officiel pour une réalité. Il y a plein de choses, malheureusement, qui se passent en politique qui n'ont rien à voir avec le discours que l'on nous tient. Mamadou Diouf, merci. On va marquer une petite pause et on reçoit la coordinatrice nationale de WANEP Togo, Dado Nora Noviekou.